RCF. Tout le monde a envie de se sentir bien et met le bonheur au sommet des priorités. Mais on peut se demander ce qui aujourd'hui rend l'homme heureux. Pour certains, le bonheur, c'est les vacances. Pour d'autres, c'est avoir de l'argent. Pour d'autres encore, ce serait tomber amoureux ou encore réussir sa carrière. Le bonheur est recherché ardemment, mais où et comment le trouver? Pour parler du bonheur, je reçois cette semaine Thomas Dansbourg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur du livre « Être heureux n'est pas nécessairement confortable » paru aux éditions de l'Homme. Alors j'aimerais savoir, est-ce que vous avez une définition du bonheur ? Alors il y a certainement autant de définitions du bonheur qu'il y a d'êtres humains qui se préoccupent de ça. Personnellement, à force d'accompagner les personnes à travers les cycles et les saisons de la vie dans mon métier de thérapeute et puis de formateur, et en tentant d'abord de m'accompagner moi dans ce cheminement, ce qui n'est jamais fini bien sûr, je propose ceci. Je pense que nous cherchons tous à goûter un profond contentement de notre être dans la relation d'abord à nous-mêmes, à toutes les parties de nous, même les parties un peu râpeuses, dans la relation à l'autre et toutes les parties de l'autre, même les parties un peu râpeuses, et dans la relation avec la vie, l'univers ou Dieu, cette troisième dimension que chacun appellera comme il le souhaite. Le tiers, le tout autre. Le tout autre, oui. Ce à quoi nous appartenons, qui était là depuis bien avant, qui sera là bien après nous, quel que soit le langage qu'on emploie pour nommer ça. Eh bien, sur ces trois actes, nous cherchons, je pense, un profond contentement intérieur, un contentement de notre être, que nous puissions porter au sein de nous à travers les intempéries de la vie. Parce que bien sûr, il y a des intempéries, il y a des difficultés, il y a des épreuves même. Mais ce que nous cherchons, c'est à sentir qu'une petite partie de nous reste en sourire, reste en lumière à travers les intempéries. Et je pense que ça, c'est un travail que nous pouvons faire pour développer cette partie. À travers les intempéries, c'est ce que vous appelez le principe d'alternance, c'est-à-dire l'impermanence, on appelle ça aussi, c'est-à-dire il y a des moments heureux, il y a des moments moins heureux. C'est ça, l'impermanence, dans plusieurs traditions on parle de ça. Ce que j'appelle l'alternance, c'est que bien sûr dans la plupart de nos vies, nous pouvons goûter des mouvements de joie, des moments de joie, de confiance, d'enthousiasme, de sérénité, de paix, mais aussi des moments de tristesse, de peine, de souffrance, de doute, de solitude, d'impuissance. Et il se fait que par une sorte d'habitude, nous nous attachons curieusement à ce que nous vivons quand c'est dans la difficulté, dans le doute, dans l'épreuve. Et je crois que ça, c'est par une sorte d'ignorance du principe d'alternance, du principe de mouvement qui fait que nous passons par tant la joie que la peine, tant la confiance que le doute, tant la sécurité que la peur. Ça fait partie. Ce ne sont pas des accidents de nos vies, ce sont des ingrédients qui nous invitent à nous fonder par l'intérieur en étant moins dépendants de l'extérieur. Curieusement, nous sommes habitués à l'alternance pour ce qui est de l'extérieur. Personne ne s'étonne de l'arrivée de l'automne. On sait bien que cette saison où tout se défait est nécessaire pour que la nature se régénère. Et dans nos vies, il y a des automnes où tout se défait, nous sommes ramenés à notre tronc brut. Et quand ça nous arrive, nous disons au secours, je suis tout perdu, il y a qu'à moi que ça arrive, je suis tout seul. Et puis personne ne s'étonne de l'hiver. L'hiver est nécessaire pour émietter les labours et permettre aux insectes excédentaires de mourir, etc. C'est une saison de ressourcement. Dans nos vies psychiques ou spirituelles, quand on passe par l'hiver, souvent c'est la peur, c'est la panique, c'est au secours, tout s'arrête là et nous sommes tout seuls à vivre ça. Or, de mémoire d'homme, il n'y a pas d'hiver qui n'ait débouché sur un printemps. Alors ce sont des cycles, voyez-vous, et à un moment dans nos vies, si nous sommes suffisamment vigilants et bienveillants par rapport aux périodes d'hiver, mais que nous les maintenons comme une saison où il se passe quelque chose, une régénération, un éveil, eh bien nous avons débouché sur un printemps et puis bien sûr sur un été où l'on peut enfin moissonner ce qui foisonne. Oui, donc pour reprendre cette image des saisons, le bonheur, ce serait pas un été interminable, une saison unique. C'est utopique de penser ça. Les vacances, 24 heures sur 24, 365 jours sur... Mais imaginez la pauvreté de la personne qui ne serait heureux que dans ses vacances et qui espérerait avoir le divertissement de ses vacances tout le temps. Ce serait très répétitif. Si vous buvez du champagne tous les jours, ça vous paraîtra très fade. Ce qui est intéressant, c'est l'alternance, justement. C'est ça qui fait la richesse, qui fait le relief. Alors, je crois que ce que nous cherchons, c'est cet éveil intérieur qui nous permet de goûter toute chose, de goûter l'hiver quand c'est l'hiver et de goûter, bien sûr, l'été quand c'est l'été. Mais avec conscience, au fond.
Alors vous dites que être heureux, ça n'est pas confortable. Pour quelle raison c'est pas confortable? Parce qu'il y a des paliers de conscience à traverser. Et il est rare qu'on nous ait dit ça. On nous a appris plutôt à nous résigner. Moi, j'ai grandi dans une famille de tradition catholique très pratiquante et j'en suis reconnaissant pour beaucoup de choses. En même temps, j'ai plutôt appris la résignation à un peu subir, à me dire on n'est pas là pour rigoler et puis on sera heureux plus tard au paradis. Et en attendant, ben voilà. Alors cette injonction est un peu un vaccin anti-bonheur. Comment se réjouir si on se dit quand même qu'on n'est pas là pour rigoler? Mais il y a un côté, il y a une autre injection qui vient nous dire il faut quand même se réjouir avec ce qu'on a. On n'est pas les plus malheureux. Alors entre on n'est pas là pour rigoler, le bonheur est interdit, inutile de penser, et il faut se réjouir avec ce qu'on a. On n'est pas les plus malheureux, le bonheur est donc comme obligatoire. Il y a de quoi être pris dans une injonction paradoxale. Et on est vraiment dans une sorte de schizophrénie. Et notre rapport au bonheur est souvent schizophrénique. C'est bien ce que nous cherchons, comme vous l'évoquiez en début d'émission. Et cependant, nous sommes très habiles à nous auto-saboter, à ne pas nous donner le droit au bonheur. Il y aurait une culpabilité à être heureux. Certainement. Dans nos traditions, il y a une grande culpabilité en se disant, si je vais être heureux, je vais le payer. Donc il vaut mieux que je sabote mon bonheur tout de suite. Comme ça, au moins, j'ai la maîtrise du processus de destruction. Et moi-même, j'ai pris longtemps dans des pièges d'auto-sabotage parce que je doutais que ce fût légitime d'être heureux. Or, je crois profondément que le sens spirituel de notre existence est d'arriver à goûter cet état d'éveil et de bonheur intérieur qui non seulement nous fait du bien à nous, mais dont j'ai toujours observé qu'il est contagieux, qu'il est extraordinairement généreux, cet état-là. Et cette conscience-là peut nous permettre de sortir du sabotage. Souvent, l'idée d'être heureux, que l'idée d'être heureux, c'est pas bien, vient du fait que nous pensons que c'est être égoïste ou un peu naïf et que c'est cesser de s'occuper des autres. Eh bien, je peux vraiment témoigner que dans mon travail d'accompagnement des personnes qui sortent de la dépression, qui sortent du deuil, qui sortent de la colère, qui sortent de l'amertume, qui sortent de la position de victime plaintive pour devenir des êtres responsables, ces gens qui goûtent leur bonheur intérieur sont tous des gens qui s'impliquent dans des projets humains, humanitaires, sociaux, avec une grande jubilation de cœur. Donc c'est pas de l'égoïsme. C'est vraiment pas de l'égoïsme, tout au contraire, c'est de la générosité. Alors vous dites aussi qu'il y a un piège, c'est le perfectionnisme. Les gens qui sont à fond dans leur boulot, qui veulent faire les choses à fond, et c'est bien. En même temps, il y a un piège d'exister par ça, et qu'on croit que le bonheur est au bout de ça. Vous parlez des femmes, des mères de famille perfectionnistes. RCF. Tout le monde a envie de se sentir bien et met le bonheur au sommet des priorités. Mais on peut se demander ce qui aujourd'hui rend l'homme heureux. Pour certains, le bonheur, c'est les vacances. Pour d'autres, c'est d'avoir de l'argent. Pour d'autres encore, ce serait tomber amoureux ou encore réussir sa carrière. Le bonheur est recherché ardemment, mais où et comment le trouver? Pour parler du bonheur, je reçois cette semaine Thomas Dansbourg. Bonjour. RCF. Tout le monde a envie de se sentir bien et met le bonheur au sommet des priorités. Mais on peut se demander ce qui aujourd'hui rend l'homme heureux. Pour certains, le bonheur, c'est les vacances. Pour d'autres, c'est d'avoir de l'argent. Pour d'autres encore, ce serait tomber amoureux ou encore réussir sa carrière. Le bonheur est recherché ardemment, mais où et comment le trouver? Pour parler du bonheur, je reçois cette semaine Thomas Dansbourg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur du livre « Être heureux n'est pas nécessairement confortable » paru aux éditions de l'Homme. Alors j'aimerais savoir, est-ce que vous avez une définition du bonheur ? Alors, il y a certainement autant de définitions du bonheur qu'il y a d'êtres humains qui se préoccupent de ça. Personnellement, à force d'accompagner les personnes à travers les cycles et les saisons de la vie dans mon métier de thérapeute et puis de formateur, et en tentant d'abord de m'accompagner moi dans ce cheminement, ce qui n'est jamais fini, bien sûr, je propose ceci. Je pense que nous cherchons tous à goûter un profond contentement de notre être dans la relation d'abord à nous-mêmes, à toutes les parties de nous, même les parties un peu râpeuses, dans la relation à l'autre et toutes les parties de l'autre, même les parties un peu râpeuses, et dans la relation avec la vie, l'univers ou Dieu, cette troisième dimension que chacun appellera comme il le souhaite. Le tiers, le tout autre. Le tout autre, oui. Ce à quoi nous appartenons, qui était là depuis bien avant, qui sera là bien après nous, quel que soit le langage qu'on emploie pour nommer ça. Eh bien, sur ces trois actes, nous cherchons, je pense, un profond contentement intérieur, un contentement de notre être, que nous puissions porter au sein de nous à travers les intempéries de la vie. Parce que bien sûr, il y a des intempéries, il y a des difficultés, il y a des épreuves même. Mais ce
que nous cherchons, c'est à sentir qu'une petite partie de nous reste en sourire, reste en lumière à travers les intempéries. Et je pense que ça, c'est un travail que nous pouvons faire pour développer cette partie. À travers les intempéries, c'est ce que vous appelez le principe d'alternance, c'est-à-dire l'impermanence, on appelle ça aussi, c'est-à-dire il y a des moments heureux, il y a des moments moins heureux. C'est ça, l'impermanence, dans plusieurs traditions on parle de ça. Ce que j'appelle l'alternance, c'est que bien sûr dans la plupart de nos vies, nous pouvons goûter des mouvements de joie, des moments de joie, de confiance, d'enthousiasme, de sérénité, de paix, mais aussi des moments de tristesse, de peine, de souffrance, de doute, de solitude, d'impuissance. Et il se fait que par une sorte d'habitude, nous nous attachons curieusement à ce que nous vivons quand c'est dans la difficulté, dans le doute, dans l'épreuve. Et je crois que ça, c'est par une sorte d'ignorance du principe d'alternance, du principe de mouvement qui fait que nous passons par tant la joie que la peine, tant la confiance que le doute, tant la sécurité que la peur. Ça fait partie, ce ne sont pas des accidents de nos vies, ce sont des ingrédients qui nous invitent à nous fonder par l'intérieur en étant moins dépendants de l'extérieur. Curieusement, nous sommes habitués à l'alternance pour ce qui est de l'extérieur. Personne de l'arrivée de l'automne. On sait bien que cette saison où tout se défait, c'est en cela qu'elle sert le mieux la communauté dont elle est. Nous sommes en communauté vraiment. Et si notre âme apprend à se réjouir et si nous sommes nous-mêmes suffisamment impliqués dans un travail d'éveil pour voir comment est-ce que je peux apprendre de la vie pour aller de plus en plus vers un bien-être profond et rayonnant, je pense que nous servons profondément nos communautés. Regardez simplement comme les saints sont d'habitude des gens heureux, joyeux, rayonnants, même s'ils vivent à travers toutes sortes de difficultés. C'est ça qui est inspirant. Et dans nos vies, on ne sommes pas tous appelés à être des saints, mais je pense que nous avons à faire les apprentissages nécessaires pour nous défaire de nos habitudes de victimes, d'amertume, de souffrance. Ce sont des habitudes. Il n'y a pas de fatalité. Aujourd'hui, tellement d'outils existent pour démanteler ces enfermements. Je les appelle des enfermements dans nos habitudes de fonctionnement. Ces enfermements peuvent se révéler infernaux. Mais le bonheur, alors, ce serait de se laisser faire, d'être à l'écoute d'un inconnu, de sortir des calculs, du stress de vouloir tout contrôler. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de fuite du réel ? Je le vois plutôt la fuite dans le contrôle, la programmation, quand je veux tout programmer, je maîtrise tout, et c'est le cas de tellement d'entre nous, et j'ai été là-dedans aussi, de tout maîtriser, le timing, l'horaire, quand on se voit pas, comment on s'organise, tout, mais il n'y a plus de place pour le souffle. Le souffle passe quand vous êtes disponible. Mais si tout est programmé, vous n'êtes pas disponible. Alors on le voit beaucoup avec les agendas aujourd'hui, pas simplement les agendas de ministres, je veux dire même des mères de famille, des enfants qui ont beaucoup de choses à faire. Absolument, absolument. Et il y a une peur justement du silence, il y a peur du ne rien faire, il y a une peur de cet état de vacuité dans lequel pourtant toute la guidance peut se faire. De nouveau, toutes les traditions à travers le monde s'accordent là-dessus. Arrête-toi, fais silence, prends des moments pour ne rien faire du tout, même ne pas penser, pour te ressourcer dans cette ressource intérieure. De nouveau, quel que soit le mot qu'on met sur cette ressource, tout s'accorde là-dessus. Mais ça suppose de s'autoriser soit à ne rien faire et de ne pas culpabiliser. Parce que souvent, nous ne nous aimons qu'épuisés et à bout, ayant tout fait. Mais nous nous aimons pas détendus, confiants, joyeux, tranquilles, ayant mis beaucoup d'espace entre les choses pour respirer, contempler, aimer. Il est rare que nous nous aimions comme ça. Oui, vous citez ce père de famille qui en peut plus, quoi, qui arrête pas et qui dit mais c'est pour vous que je le fais et voilà, au moins reconnaissez-moi, quoi. Ah ben bien sûr, c'est un grand classique. Le père qui dit à son gamin qui voudrait bien aller jouer au football avec son père, mais j'ai pas le temps, je dois travailler, c'est pour vous que je le fais. Qu'est-ce que tu crois? C'est pas facile. Et son gamin lui rétorque, papa, si tu veux vraiment faire quelque chose pour moi, j'aimerais que tu viennes jouer au football une fois par semaine avec moi. Et le père, tellement interpellé par ça, se voit dans sa course de hamster. Je l'appelle comme ça dans mon bouquin, hypnotisé par le fait de tout bien faire pour tout le monde, et à côté de la plaque au fond, parce qu'au fond ce qu'on son fils lui demande est tout simple, c'est sois avec moi, juste pour être ensemble, à l'occasion d'un jeu de football, être ensemble. Eh bien le père a décidé de changer son rythme et de privilégier 2 heures de sport avec son fils. Eh bien dans nos vies nous sommes souvent complètement hypnotisés par une espèce de course à tout bien faire qui nous éloigne de notre véritable objectif. Vous disiez en émission, nous tendons vers le bonheur. Si vous demandez aux gens c'est quoi le bonheur, la plupart du temps ils vous feront une réponse très simple. C'est avoir suffisamment de sécurité matérielle pour être bien avec moi, mes proches, être entouré de tendresse, d'amour, de partage, avoir cette appartenance dans un petit groupe, une famille, une tribu. C'est très simple le bonheur. C'est la relation. C'est la relation, bien sûr. C'est l'être ensemble.
C'est très très simple. Nous ne cherchons pas autre chose qu'à goûter la jubilation d'être ensemble. Maintenant, regardez un peu les stratégies que nous mettons en place. Regardez les journées que nous vivons. Quand est-ce qu'on jouit de la jubilation d'être ensemble? Le matin, quand on part conduire les enfants à l'école, est-ce que notre rapport avec le temps est paisible et doux? Est-ce que nous prenons le temps de papoter avec l'un, avec l'autre, de marcher doucement sur le trottoir? Ou n'est-ce pas une course éperdue dans laquelle nous disons aux enfants, il y a des embouteillages, dépêchez-vous, je suis mal garé. Nous sommes à contresens de ce que nous cherchons. Et le soir, c'est la même chose, c'est la même recourse dans l'autre sens. Et le week-end, c'est la même chose, des multiples activités, le tennis, le sport, le cheval, le machin. Et quand est-ce qu'on jubile d'être tranquillement ensemble? Pourtant, c'est ça, l'objectif de la vie. Eh, mais la société ne nous aide pas à ça, puisque ça court dans tous les sens. Alors, je nous invite à être responsable par rapport à ça. Si moi, je cours hors de moi, parce que j'ai pas réussi à trouver le bonheur à l'intérieur de moi-même, mon voisin court hors de lui, parce qu'il n'a pas trouvé bonheur au sein de lui, ma voisine aussi, nous avons individuellement créé une société dans laquelle tout le monde court tout le temps. Cette course nous épuise et épuise la planète. Et pensez-vous que ça va changer par l'extérieur? Ça ne peut changer que par l'intérieur. Ça nous demande, à nous, une insurrection citoyenne de dire « j'arrête de courir ». Et alors mon voisin va peut-être arrêter de courir, ma voisine aussi, et individuellement, nous allons créer une société qui retrouve un rapport au temps qui est plus bienveillant, qui est plus paisible, qui est plus juste. Mais vous pensez que c'est possible? Mais comment voulez-vous que ça se fasse autrement? Il y a quand même un effet boule de neige. On a l'impression d'être entraîné par des choses que ce soit sur le plan économique, environnemental, qui nous dépassent complètement. Ces gouttes d'eau peuvent changer la donne. Ah ben j'en suis plus que convaincu. Je vois dans Belgique le mouvement de la simplicité volontaire qui nous vient du Québec et qui rencontre un énorme succès en Belgique depuis plusieurs années. Ce sont des groupes de gens qui décident simplement de se mettre ensemble pour se partager un peu de solidarité et quelques trucs pour simplifier leur vie. L'idée n'est pas de partir au Larzac élever des chèvres comme en 68. L'idée c'est de rester directeur de banque ou chauffeur de taxi ou infirmier ou assistant social, peu importe la fonction. Et au sein de ça, de créer un ralentissement. Quitte à peut-être travailler un petit peu moins, quitte à gagner peut-être un peu moins, partir moins en vacances, circuler moins, acheter moins, mais une télévision peut très bien faire pour 3 familles. Une voiture peut très bien servir pour deux familles. Quand on a ensemble un très beau potager avec des cabanes pour les enfants, on a peut-être moins besoin de partir en vacances. Simplifier sa vie. Beaucoup de gens ont décidé de ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur. Si vous pensez que ce sont nos politiciens qui vont décider un grand ralentissement, je pense que ça c'est une vaste illusion. Repère, Béatrice Soltner. Être heureux n'est pas nécessairement confortable, c'est le titre de votre livre, Thomas Danzbourg, paru aux éditions de l'Homme. Je reviens sur la notion de bonheur. Vous dites dans votre livre que il faut savoir dire oui et non pour être heureux. Oui, mais aussi non. Bien sûr, c'est un bon éclairage sur le fait que c'est pas nécessairement confortable. Nous ne serons pas heureux si nous disons oui tout le temps, sans arriver à mettre des limites. Et justement, on peut dire non à la société aussi quand elle nous entraîne hors de nous-mêmes. Absolument. Pour moi, ça, c'est un non vraiment citoyen. C'est pour ça que je développe ce sujet dans mon bouquin sur l'intériorité citoyenne. Cette intériorité, ce recul sert nos communautés, je pense. Et effectivement, il s'agit de dire non à un rythme qui nous rend tous fous. Nous ne sommes pas sur Terre pour courir à ce rythme-là. Nous sommes sur Terre pour jubiler d'être ensemble. C'est ça l'objectif. Et donc, ça nous demande de ralentir, effectivement. Alors, dans nos vies quotidiennes, effectivement, apprendre à dire non et à dire non à temps et à la bonne personne, ça va demander un certain travail de discernement. Et du courage. Et du courage, bien sûr. C'est pour ça que c'est pas nécessairement confortable. Pouvoir dire non à son père, à sa mère, à son conjoint, à son ado, à son voisin, à son collègue de travail, ou à son patron, ça demande de la confiance en soi, de l'estime de soi, de la confiance en l'autre aussi, et ça demande aussi de cesser de quêter désespérément l'approbation de l'autre. Beaucoup de nos pièges viennent de ce que nous n'avons pas l'estime de soi chevillée en nous-mêmes, nous l'avons mise dans le regard de l'autre. Si l'autre est content de moi, tout va bien. Si l'autre est fâché sur moi, rien ne va plus. Et ça nous fait très très dépendants à l'appréciation. Alors je suis pas en train d'inviter qui que ce soit à chercher
à déplaire, mais à accepter qu'effectivement, être vraiment soi-même, être authentique, ça ne plaira pas forcément à tout le monde et que ça ne veut pas dire que c'est pas juste. Donc accepter de déplaire à l'autre. Oui. Et ça peut être très déstabilisant quand Bien on a sûr. eu toute sa vie l'habitude de vivre par l'autre. Oui, bien sûr. Mais regardez dans les rapports d'éducation, si je veux toujours faire plaisir à mon adolescent qui me demande toujours quelque chose d'autre et que je lui dis toujours oui pour lui faire plaisir, c'est pas juste. Pour pouvoir être dans un rapport juste avec mon adolescent, ça demande que j'accepte de lui déplaire en lui disant non. Parce que il y a des structures à mettre, mais c'est la même chose dans mon rapport à mon patron. Si mon patron me demande de m'occuper d'un gros dossier qui va me prendre une demi-journée à 5 heures le vendredi, alors que je me suis engagé pour emmener ma famille en province, à la campagne, eh bien, ce n'est pas juste que de dire oui, je vais le faire. Ce qui est juste, c'est de dire patron, je comprends votre besoin, je m'en occuperai lundi, ou je vous demande de chercher quelqu'un d'autre parce que je tiens à respecter l'engagement pris vis-à-vis de ma famille, je tiens à être cohérent, je travaille la semaine et le week-end, je me ressource. Il y a peut-être un risque là quand même. Il peut y avoir un risque. En même temps, je pense profondément que ce discernement, cette clarté, cette force intérieure, c'est là-dessus que les patrons ont besoin de compter aujourd'hui. Et j'en vois qui sont de plus en plus ouverts à se dire, ma vraie ressource, c'est la qualité de vérité, de créativité de mon ce personnel, collaborateur, oui. de ce collaborateur. Je le souhaite bien camper sur ses deux pieds parce que je peux compter sur lui. Quand il me dit oui, je veux que ce soit un vrai oui. Et je vois ça, des patrons mesurent bien qu'on va à la perte si on puise de façon illimitée dans la ressource humaine. Il faut respecter la limite et permettre à la ressource humaine de se ressourcer, bien sûr. Et ça, c'est un changement qui se fait pas aussi vite que je rêverais, bien sûr, mais petit à petit quand même. Les gens réalisent qu'il s'agit de trouver d'autres façons de co-créer la richesse et qu'on va plus le faire en niant l'humain. On va le faire en respectant l'humain. Alors vous faites l'éloge de la relation humaine, vous faites l'éloge de l'émerveillement. Comment peut-on vivre ces réalités de l'émerveillement dans le monde qui est le nôtre? On l'a dit, un monde qui va à 100 à l'heure. On va pas s'isoler sur une petite île déserte là pour vivre ça. Comment le vivre dans notre quotidien? En commençant par le commencement. En commençant la journée peut-être par s'émerveiller de quelque chose. Et s'il n'y a rien de vraiment émerveillant à première vue dans notre vie, parce que la vie peut être souvent abrutissante pour beaucoup, je le mesure bien évidemment dans mon travail, je suis constamment en rapport avec des gens en grande souffrance, eh bien je propose de voir que d'abord il y a quelque chose de merveilleux, c'est que peut-être nous respirons librement. Peut-être nous avons 2 pieds de jambes pour monter et descendre l'escalier librement. Peut-être nous pouvons prendre conscience qu'il n'y a pas de bombe qui soit tombée sur notre maison durant la nuit. Peut-être nous pouvons mesurer que nous avons à manger et que nous avons dormi au sec. Rien que ça, je respire librement, je marche librement, il n'y a pas de bombe, j'ai mangé, c'est un patrimoine incroyable par rapport à l'essentiel d'une humanité. Et il ne s'agit pas de le vivre en culpabilisant, pas du tout, mais de se dire, quelle richesse, j'ai tout ça. Bon, ça ne veut pas dire que par ailleurs, je suis bien intégré, que je suis heureux de ce que je fais, que j'ai l'amour que je voudrais. Donc, mais si je prends déjà la vitamine de ce qui va bien, c'est le verre à moitié plein, si vous voulez. Ça me permet de travailler à remplir l'autre moitié du verre, à traverser les inconforts. Mais la plupart du temps, nous ne voyons même pas ce qu'il y a déjà. Nous ne voyons pas que nous sommes en santé, que nous respirons librement, que nous avons mangé et dormi au sec. Nous ne voyons même pas ce qu'il y a. Alors nous sommes remplis d'amertume et cette énergie d'amertume ne nous attire pas des opportunités. Je crois profondément que nous sommes surtout une vibration, une énergie. Si nous sommes d'abord ancrés dans une énergie de vie, d'ouverture, de gratitude, il nous arrive des choses gratifiantes. Mais si nous sommes dans une énergie d'amertume, il nous arrive des choses amères. Oui, je l'observe. Alors je ne demande pas aux gens de me croire, mais de l'essayer. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est pour moi significatif depuis le jour. Nous créons notre univers, vraiment. Nous avons un pouvoir, nous sommes co-créateurs de ce qui nous arrive, bien au-delà de ce qu'on nous laisse à croire. On nous laisse croire que nous subissons et qu'il faut attendre. Non. J'ai profondément la conviction qu'en nous, il y a une profonde ressource et que ce dont nous manquons, ce n'est pas de ressources dans la difficulté ou dans l'épreuve. Ce dont nous manquons, c'est d'accès à la ressource. Ouvrons l'accès à la ressource. Et l'accès à la ressource, c'est l'intériorité, c'est le travail d'écoute de soi, de compréhension de sa colère, de sa tristesse, en se responsabilisant. Je ne suis pas triste à cause de papa, maman ou à cause de l'univers. Je suis triste parce que j'ai besoin de trouver du sens dans ma vie. J'ai besoin d'apprendre à m'aimer. J'ai besoin d'apprendre l'affirmation de moi. J'ai besoin d'apprendre à oser. J'ai des besoins qui m'appartiennent et que je peux prendre en main. Donc cultiver la vie intérieure, ce qu'on appelle aussi la vie spirituelle dans certaines religions. Bien sûr, la vie spirituelle. Eh bien, je propose de voir un double travail. Il y a un travail de démantèlement dans nos vies de ce qui freine, de ce qui empêche, et un travail d'ouverture de ce qui permet. Le bateau peut nous éclairer. Si je suis dans mon petit bateau et que je veux voyager, il va s'agir de défaire les amarres. Les amarres sont parfois gluantes parce qu'elles marinent dans la flotte, si vous me passez l'expression, depuis longtemps. C'est pas nécessairement confortable d'aller défaire ces amarres et d'aller voir pourquoi il y a des nœuds, où est-ce que ça attache.
s'attache, où est-ce que je vais décrocher ça? C'est une partie du travail. Si je ne fais que ce travail psychologique de démantèlement de mes amarres, mon petit bateau tourne en rond dans le port. Il ne va guère plus loin. Mais inversement, si je reste accroché à mes amarres, parce que je les vois pas, je les ignore, mais que je veux lever mon mât et ma voile pour partir avec le souffle, sans avoir d'effet, paf, je vais casser du bois. Et beaucoup de gens partent avec une belle inspiration, mais sans compréhension psychologique d'eux-mêmes. Et bien souvent, ils sont partis dans un burn-out, dans un épuisement, dans des colères, dans parfois de la dépression. Alors, donc il faut associer les deux. Il faut associer les deux, voilà. Et c'est pas chronologique, d'abord les amarres, puis la voile. Ça se combine, ça se conjugue. C'est un travail d'ouverture, de discernement qui permet petit à petit de défaire les amarres et petit à petit d'ouvrir la voile en sorte de pouvoir partir faire son voyage. Parce que je sens profondément que la vie est un voyage. Il ne s'agit pas de rester coincé dans notre petit ego, mais d'avancer vers l'être. Bon voyage à vous alors. Merci beaucoup. Merci à vous Thomas Danzbourg. Je rappelle le titre de vos livres, il y en a plusieurs, aux éditions de l'Homme. Être heureux, ça n'est pas nécessairement confortable. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Et puis, qui suis-je? Où cours-tu? À quoi servons-nous? Merci à vous. Merci beaucoup.